peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Peuple souverain. Peuple souverain, votre émission produite par le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, présentée par le père Emmanuel Bouéa du secteur recherche et animation sociopolitique, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, bienvenue à notre émission Peuple Souverain, une émission essentiellement consacrée à la participation citoyenne. Rappelons que Peuple Souverain est une émission du CEPAS, Centre d'études pour l'action sociale, un centre tenu par le père jésuite. Aujourd'hui, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, nous allons parler de l'élite politique et du peuple congolais. En d'autres termes, le rapport entre la classe politique et le peuple congolais. Parfois, la politique en RDC semble être une cirque où les personnages, justement appelés des acteurs politiques, jouent des rôles contradictoires au gré des intérêts. Ils sont comme sur un podium, à voir comme la place publique, et le peuple en est les spectateurs médusés face au spectacle ubuesque et rocambolesque qu'on lui donne à voir. Il y a donc un fossé très grand entre cette élite politique, obnubilée par le pouvoir, et ces masses populaires ployant sous les fardeaux de l'oppression, chauffées à blanc par un fanatisme politique vide de sens mais bourré de promesses mirobolantes. Une population chaque fois flouée par des politiciens en dialogue, des politiciens occupés à se partager les gâteaux nationaux, des postes de responsabilité, faisant de l'État non pas une institution de puissance publique au service du bien commun, mais comme une vache laitière à la disposition des turiféraires du régime, des opposants au verbe facile, tous frappés du même sceau de l'ambition à la petite monnaie. Et le peuple demeure les spectateurs des jeux politiques qui ne construisent rien, ni une communauté de destin, ni un avenir de solidarité. Nous allons parler de tout cela, c'est-à-dire de la classe politique et du peuple, avec nos invités. Nous avons donc l'insigne honneur de recevoir dans notre studio Monsieur Géraud Neema et Monsieur Christian Moleka. Géraud, bonjour. Bonjour, Père Emmanuel. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour, mon père. Sans plus tarder, je passe à la première question. Dans la politique congolaise, il n'est plus étonnant de voir des militants de l'alternance démocratique devenir du jour au lendemain des défenseurs farouches du statu quo au gré des intérêts. Cette facilité déconcertante avec laquelle ces acteurs passent d'un camp à l'autre soulève une question bien intéressante. Lorsqu'on parle de l'opposition, de quoi parle-t-on et à quoi s'opposent les acteurs politiques? Jérôme. Bonjour Père, comme vous le dites, c'est une question très intéressante. À quoi elle s'oppose? Quelle est aujourd'hui la base de la classification ou bien du clivage politique que nous avons en RDC? C'est ça la véritable question aujourd'hui. L'absence de rationalité politique fait qu'aujourd'hui, nous ayons des partis d'opposition ou du pouvoir selon les intérêts que l'on soit au pouvoir, soit qu'on ne soit pas au pouvoir. Aujourd'hui, quand on dit, à la différence de ce qu'on voit dans le monde occidental, lorsqu'on dit qu'un parti est un parti de l'opposition, l'opposition, elle est d'abord aussi idéologique. Elle est sur des bases politiques, sur une approche politique de se dire, nous nous opposons à cette philosophie politique, à ce mode de gouvernance. Mais ici, chez nous, on ne voit pas ça. Chez nous au Congo, on ne voit pas cette division-là. On ne voit pas cette séparation claire. Ce qui fait que vous avez, dans l'opposition de la majorité, des partis qui se disent d'être d'un seul et même bord idéologique. Vous avez des sociodémocrates dans l'opposition comme des sociodémocrates dans la majorité. Aujourd'hui, nous prendrons le cas des deux partis phares, le PPRD et l'UDPS. Deux partis de l'opposition, mais qui se disent être de la même famille idéologique, mais qui bizarrement s'opposent. Alors on se pose la question, ils s'opposent à quoi et ils s'opposent à qui? Dès lors qu'on se rend compte que sur un point de vue idéologique, ils partagent les mêmes points de vue, mais qu'ils s'opposent, alors on finit par se rendre compte qu'ils ne s'opposent pas, non pas aux politiques de gouvernance, non pas à des idéologies, mais ils s'opposent aux hommes,
Ce sont des luttes de positionnement des leaders politiques vis-à-vis du pouvoir. C'est le pouvoir qui est aujourd'hui l'objectif principal. On l'habille simplement selon que l'on soit d'un parti, on l'habille d'une couleur idéologique particulière, mais en réalité, ce n'est pas une lutte de pensée, c'est une lutte d'hommes que nous avons ici en RDC. Monsieur Christian, est-ce que vous partagez le même avis? Ce n'est pas une opposition idéologique, mais simplement une question de positionnement. Je suis tout à fait d'accord avec Géraud sur ce point-là. J'allais ajouter juste que, en fait, l'opposition, ce n'est qu'une division. L'opposition à la majorité, ce n'est qu'une division des rôles. Dans le système occidental, il y a ceux qui gouvernent et ceux qui sont appelés à critiquer ceux qui gouvernent. Et ces rôles-là peuvent s'intervertir avec le temps. Ceux qui gouvernaient vont aller critiquer et ceux qui critiquaient viennent gouverner. Ce qui fait que l'opposition est d'abord critique d'une gestion, mais également force de proposition. Donc nous critiquons ce qui existe et nous proposons autre chose pour remplacer l'existant. Comme ça, je donne à la population la possibilité de choisir autre chose, c'est ça l'alternance ou l'alternative à un discours existant. Eh bien, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, s'opposer, eh bien, c'est être un citoyen, un individu dont le positionnement, c'est juste un positionnement stratégique qui m'a permis d'accéder à la gestion via une distanciation temporelle. Exactement. Donc je critique pour me faire remarquer, puis demain je suis rattrapé par le système pour venir moi également accéder au pouvoir. Donc chez nous, l'opposition n'est pas dans une dynamique constructive. Et plus je parle, plus je crie, plus j'attire l'attention du pouvoir. Et puis, dès que j'attire l'attention du pouvoir, que j'ai une certaine crédibilité populaire, parce que plus tu cries, plus tu attires, ça veut dire que tu as un certain poids. Dès lors qu'on est coopté dans le camp du pouvoir, le langage change, le positionnement change. C'est ainsi qu'on le voit aujourd'hui avec plusieurs hommes politiques qui étaient jadis dans l'opposition. Arrivés au pouvoir, le langage et le positionnement a changé. On leur posera la question, mais vous vous opposiez à quoi finalement? Parce que en termes de gouvernance, la gouvernance n'a pas changé. En termes des conséquences de cette mauvaise gouvernance, elles sont toujours les mêmes. Mais bizarrement, votre langage à vous a changé, votre posture a changé. Et puis, il y a un élément à ajouter, c'est que lorsque nous parlons d'opposition de majorité, ailleurs, le mot, c'est la classe politique. Voilà. Et la particularité d'appartenir à une classe, c'est qu'il y a une conscience des classes. Et chez nous, cette conscience des classes n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est un jeu d'acteurs individuels sans qu'il y ait un esprit de classe qui fait que nous sommes gouvernants et responsables d'un certain devenir de ceux qui sont appelés citoyens. Voilà. Et cette classe est justement gouvernée par des mécanismes et des idéologies qui déterminent le positionnement d'un bord ou un autre. C'est cette rationalité-là qui permet même d'ailleurs qu'on n'ait pas une prolifération des partis politiques comme on en a chez nous. On l'a chez nous parce que justement, cette classe n'existe pas et n'ayant pas de rationalité politique, chacun crée ses partis politiques au fur et à mesure selon le positionnement. Justement, du fait qu'il manque cette classe politique, m'amène un peu à réfléchir un peu comment nous comprenons la politique en Afrique. La politique africaine est définie, comme disait Jean-François Bayard, comme étant une politique de vente. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de patrimonialisme, clientélisme, prébendisme, qui remplace les structures traditionnelles de dons et d'échanges. C'est-à-dire le politicien nourrit les clans, la politique devient une mangeoire pour la famille. Et on a beau évoquer les caractères rationnels et légaux de l'État, on se rend compte que ça ne change vraiment pas. Cela étant, doit-on maintenant peut-être penser à simplement africaniser l'État, plutôt que de chercher à avoir vraiment des structures telles que ça se fait en Europe, en Amérique? Je crois qu'il faut plutôt se réapproprier l'État, parce que l'État chez nous est une invention coloniale. Et donc les élites que nous avons eues avec l'indépendance sont essentiellement des élites formées par les coloniaux, comme en quelque sorte des intendants de l'ordre colonial sur le terrain. Il ne s'agissait pas des élites qui sont redevables vis-à-vis des citoyens, mais des élites qui sont intendants, une sorte d'administrateur gérant, l'assistance technique, qui servent de relais à un pouvoir colonial sur terre, de sorte de gouvernants généraux. Et puis, avec le départ des colonisateurs, cette élite s'est transformée lui-même en bourreau de cette même population et n'a pas de redevabilité vis-à-vis de ces citoyens-là qu'ils considèrent comme des vassaux et non comme des sujets. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est changer notre façon de concevoir la politique et l'État. Il n'y a pas de dirigeants et des sujets, mais il y a des citoyens premiers pour des centres de pouvoir
et des serviteurs dont la légitimité doit tourner vers l'intérieur. C'est pourquoi le jeu démocratique est intéressant, parce qu'il permet de renverser la légitimité intérieure et compenser la légitimité internationale que l'on recherche tout le temps à Washington, à New York, et qui malheureusement se joue contre le peuple. Oui, en fait, j'abonde dans le sens de Christian, et je veux juste rajouter et apporter une certaine nuance. Se rapproprier l'État, c'est le défi que nous avons aujourd'hui en tant qu'intellectuel africain, parce que je ne dirais pas le modèle étatique, mais on est dans un besoin de création d'un État moderne africain, et dans le cas congolais, d'un État moderne congolais. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est parce que on a transposé mutatis mutandi le modèle démocratique occidental à la société africaine. Ce modèle aurait pu fonctionner dans un contexte où nous étions un État-nation. Un seul État, une seule nation. Ça veut dire la nation ici, comprise comme étant la tribu unique. Et donc, dans une seule même famille, les gens peuvent se permettre une approche contradictoire, des vues contradictoires. Mais chez nous, ici, c'est un assemblage de plusieurs tribus, de plusieurs nations qui jadis soit s'opposaient, soit se faisaient la guerre, qu'on met ensemble et qu'on leur demande de se diriger entre eux, mais on leur donne un modèle de gouvernance démocratique qui est sur la base de l'opposition. Alors que chez nous, dès lors qu'on comprend le pouvoir et le rôle démocratique dans une approche d'opposition, c'est clair qu'on entre dans une lutte de positionnement. Dans une lutte de personnes, d'individualité. C'est pour ça qu'on verra que les partis politiques prendront soit une couleur ethnique particulière, une couleur tribale particulière, qui finalement deviendra une lutte de prébande. Chez nous, on lutte parce que quand on prend le pouvoir, si je suis d'un certain clan, d'un certain coin, je récompenserai immédiatement les gens de ma famille, de mon clan politique, non, de mon clan tribal, de ma tribu, etc. Et donc c'est le défi, il est là, celui de la création d'un État moderne africain. Créer un État moderne africain, évidemment, vous avez parlé de la lutte pour le positionnement. En RDC, notre pays, les élections approchent. C'est aussi un moyen par lequel ces politiciens peuvent accéder au pouvoir. Et on regarde la majorité et donne l'air d'être prête pour ces élections. Elle fabrique des stratégies pour conserver le pouvoir. L'opposition, quant à elle, semble être bruyante et tatillonne et semble hésiter. Elle passe beaucoup de temps à crier à la tricherie de la machine à voter, à la tricherie de l'enrôlement avec des statistiques floues quelque part. Dans ce spectacle, c'est la population qui nous intéresse ici. C'est une population qui reste perplexe et en attente. Ma question la voici à vous deux. Que faire pour que cette population prenne en main ce processus électoral qui semble quelque part lui échapper, être l'affaire de la classe politique ou simplement l'affaire de la CENI? Christian. Bon, je pense qu'à mon avis, il faut renforcer d'abord la vigilance citoyenne. C'est-à-dire forte participation électorale, vote sanction, mais en même temps vigilance au niveau de l'observation électorale pour que les résultats qui seront donnés correspondent réellement au vote exprimé. Et dans certains pays, la société civile est parvenue à mettre en place ce qu'on appelle le dépouillement parallèle ou une centrale électorale citoyenne. Parce que ce que le peuple doit faire, c'est se réapproprier les processus, sanctionner les élites positivement et négativement pour permettre à notre démocratie de se bonifier. Mais si cet élan de participation, de sanctions, ne s'accompagne pas de la crédibilité du processus, tout le travail tombera à l'eau. C'est pourquoi il faudrait que la vigilance commence dès le départ, c'est-à-dire vote, sanctions positives et négatives, mais également vigilance citoyenne pour que le résultat des urnes corresponde à l'expression populaire. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une appropriation du processus électoral par la population. C'est là le rôle que doivent jouer aujourd'hui non seulement les partis politiques, mais beaucoup plus encore les mouvements de la société civile. Non, je pose la question sans tenir compte des politiciens, la société civile elle-même. Oui. Il faut que justement que la société civile joue ce rôle-là d'acteur tel qu'elle amène elle amène les citoyens à comprendre qu'est-ce qui va se passer, le rôle du processus électoral. Nous ne voulons pas des élections juste pour des élections, nous voulons des élections crédibles. Alors il faut qu'elle éduque la population pour comprendre c'est quoi élection crédible. Quand aujourd'hui, sans pour autant prendre part pour qui que ce soit, lorsque l'opposition que vous avez citée condamne, écrit au scandale en parlant de la machine à voter, la société civile doit jouer le rôle d'expliquer le pourquoi de ce débat, de comprendre
en quoi ce débat est-il nécessaire à la notion de crédibilité du processus électoral? Tant qu'on ne comprendra pas cela, la population considérera cela comme une sorte de lutte de positionnement. Elle sera loin de ce débat. Le jour des élections, elle sera confrontée aux réalités qui sont liées à la difficulté de cette machine à voter et elle va réagir, mais elle va réagir trop tard. Parce que plus tard, soit les résultats seront contre sa volonté et les choses vont changer. Et donc le problème, il faut que dès le départ, la société civile joue vraiment ce rôle d'éducateur, réellement d'éducateur pour comprendre élection crédible, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? En termes de processus, quand on parle de seuil, ça implique quoi? Quand on parle du rôle de témoin, c'est quoi un témoin? Quand on parle du rôle d'observateur, c'est quoi? Donner les outils à la population pour dire, en tant que population, voici ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire dès maintenant pour garantir qu'au 23 décembre, que nous n'ayons pas une mascarade d'élections, mais que nous ayons réellement de véritables élections. Évidemment, jusque-là, nous avons parlé de la classe politique, soit la majorité, soit l'opposition. Nous avons parlé de la population, mais il y a souvent les grands absents, les muets dans tous ces jeux politiques-là. Je voulais parler ici de la police et de l'armée. Regardez la situation, la voici. En 2016, il y a eu le premier glissement avec des protestations qui ont coûté plus de 50 morts ici dans la ville de Kinshasa. En 2017, il y a eu aussi un deuxième glissement avec une marche des chrétiens, je crois le 31 décembre, qui a été violemment réprimée par la police. En 2018 maintenant, les calendriers de la CENI prévoient des élections pour le 23 décembre 2018, donc cette année. Là, je me pose la question, le rôle de l'armée et de la police dans ces processus, qui a été jusque-là vraiment néfaste, juste pour réprimer la population, au lieu de la contrôler, au lieu de la canaliser. Et la question la voici, peut-on penser à une démocratie avec des forces militaires à la solde d'un pouvoir qui glisse tout le temps? Que faire pour un réel changement dans ces contextes quand même très peu démocratiques, si vous me permettez l'épithète, Christian? Bon, dans notre pays, l'armée nous avons 50 ans d'histoire et l'armée a joué un rôle très important dans notre pays. Le problème, c'est qu'il faut qu'en tant que société, nous définissions la place de l'armée dans le jeu démocratique. En Égypte, par exemple, l'armée est un élément stabilisateur important. Chez nous, il faut que nous arrivions à définir la place de l'armée dans le jeu démocratique. Or, si nous étudions historiquement nos forces de sécurité, depuis la force publique, vous verrez que la force publique a été pendant longtemps une sorte d'armée de répression. D'ailleurs, originellement, la force publique n'a pas été composée par les locaux. Ça, beaucoup de Congolais l'ignorent, mais la force publique a été composée par des étrangers, utilisée pour mater le soulèvement populaire. Puis après, on a recruté des locaux dans cette optique que civil azali bilangaya basoda. Et donc, ce qu'il faut changer, c'est déjà cette configuration mentale que l'armée est opposée à la population et faire passer ce discours que l'armée est un appui à la population et un élément de stabilité. Le jour où nous allons redéfinir la place de l'armée, et je ne parle pas des citoyens, mais de l'armée comme corps dans la société, je crois que l'armée pourrait être un levier important pour que nous ayons plus de stabilité. Voilà, il faut définir vraiment le rôle de l'armée et l'assigner à cette fonction-là, plutôt que de s'en servir comme étant un bouclier contre les aspirations de la population. Géraud, un commentaire dans cette perspective-là? Oui, le rôle de l'armée pose la question essentielle même du rôle de l'État. Au-delà de la démocratie, il n'y a pas d'État viable sans armée réelle et viable. L'État garantit, l'État, comme disait Thomas Hobbes, est cette machine qui garantit justement l'intérêt de tous et la justice pour tous. Dès lors que l'armée, qui aujourd'hui est la colonne vertébrale de l'État, devient au service d'un clan, d'un groupe d'individus, c'est clair qu'il tue l'État, il tue tout ce qui peut venir, tout ce qui peut naître après, même en termes de forme de régime, surtout un régime démocratique. Dès lors que l'armée devient soumise aux intérêts d'un groupe et n'est pas républicaine, ça veut dire neutre, apolitique, elle devient un danger réel. Et dans notre cas, c'est là où nous avions réellement échoué dans le processus au sortir de la transition du 1+4 de créer une armée républicaine. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences d'un brassage, d'une réforme des services de sécurité qui a échoué. C'est cette réforme-là qui a échoué. Si elle avait réussi, aujourd'hui, nous n'aurions pas une armée avec des hommes et des officiers qui sont à la solde d'un clan politique particulier. Nous aurions une armée réellement républicaine qui ferait le rôle, qui jouerait le rôle qui lui est assigné de grande muette et de garant de la stabilité de l'État, de quelles que soient les couleurs politiques de ceux qui la dirigent. Voilà, il est très important de penser au rôle de l'armée dans l'histoire de notre pays.
C'était d'abord une force publique utilisée pour mater, coloniser, opprimer cette population réduite simplement à la main-d'œuvre corvéable à merci. Et voilà pourquoi nous avons peut-être des élections pour nous permettre, au fur et à mesure que nous évoluons dans l'histoire, d'améliorer les institutions démocratiques, libérer davantage cette liberté vraiment confisquée de la population. Parlons des élections. Sur ces élections, d'abord, les opinions divergent. Nous ne sommes pas un premier calendrier électoral. En 2016, comme vous le savez, on escomptait les élections avant le 19 décembre et n'ont pas eu lieu. En 2017, selon les accords de la CENCO, on attendait les élections avant le 31 décembre et n'ont pas eu lieu. Nous voici en 2018, on attend ces élections le 23 décembre et au regard de toutes ces questions sur l'enrôlement, sur la machine à tricher ou à voter, les gens sont perplexes, confus. Que faire pour que nous ayons de bonnes élections? Et s'il n'y a pas moyen de répondre à la question, que faire au cas où elles n'auront pas lieu? Voilà, qui peut essayer de nous sortir de ces pessimismes peut-être pour garder la lampe allumée de l'espoir? Bon, les élections sont déjà une fiction qui servent à légitimer un ordre politique. Une fiction à la fois technique et légale. Lorsque nous parlons des élections, nous parlons de 40 millions d'enrôlés dans un pays de 80 millions de population. Et sur les 40 millions d'enrôlés, peut-être 20 millions voteront. Donc c'est 20 millions de Congolais qui décideront du sort des 80 millions de Congolais. On dira que c'est la majorité qui a voté. Donc c'est ça la fiction. Le but des élections, c'est juste de transmettre une légitimité à un ordre, pour que l'ordre puisse agir. Et donc, parler des bonnes élections dans un processus politique, c'est complexe, parce que le bon dépendra des parties prenantes dans le processus. Mais si nous parlons du regard du peuple, le bon, c'est le résultat de l'élection qui transmet fidèlement l'expression populaire. De ce point de vue, bon veut dire crédible, transparente, et dont les résultats est conforme au vote initial populaire. Mais comment faire pour aboutir à des élections crédibles? Moi, je pense qu'à ce stade, il faudrait renforcer la confiance sur le processus électoral pour que la population, le premier votant, s'identifie au processus. Parce que lorsqu'il y a de la méfiance dans le processus, inévitablement, on aboutira à des élections contestées. Or, pour élargir la confiance, il faut aborder toutes les préoccupations qui sont soulevées, notamment la machine à voter, notamment le fichier électoral, notamment l'ouverture de l'espace démocratique pour permettre à toutes les parties de s'exprimer. C'est lorsqu'on renforce les éléments de confiance qu'on peut aboutir à des élections, entre guillemets, dites bonnes. Maintenant, si on ne sait pas aboutir aux élections, qu'est-ce qui se passera? Nous avons célébré il y a quelques jours le 17 mai. Ce que le Congolais semble ignorer, c'est que le 17 mai est la consécration de l'échec du politique et la victoire des armes. Parce que durant les années 90, nous avons mis 7 années en transition, plus ou moins 6 ans, en conciliabule et en conciliabule, le Palais des Marbres 1, Palais des Marbres 2, CNS. Avant ça, il y a eu la CNS. Et tous ces conciliabules ont tellement tiré en longueur et pourri la société qu'on a fini sur une solution armée. L'histoire semble se bégayer aujourd'hui. C'est-à-dire nous sommes encore dans un même schéma. Nous avons commencé une transition qui va se tirer autour des dialogues et qui pourra finir avec une logique armée puisque les politiques auront échoué. Et la crainte, c'est que cette option qui semble de plus en plus devenir évidente dans la tête de quelques-uns parce qu'on commence à parler de transition sans, moi je crains qu'on ait perdu 20 ans et que nous nous retrouvions aujourd'hui au nouveau à 96. Donc, les scénarios, s'il n'y a pas élection, c'est de l'incertitude, c'est le chaos et probablement un retour 20 années en arrière. Bon, personnellement, je suis dans une approche, comme il a évoqué tout à l'heure, une approche où la question essaie de se poser, peut-on avoir des élections crédibles et transparentes avec le pouvoir qu'on a en place? Il a été établi que nous sommes dans un régime dictatorial, dans une junte politico-militaire. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que l'ordre politique qui existe aujourd'hui peut-elle organiser des élections qui devront aboutir à ce changement d'ordre politique-là? Dès lors qu'on aborde la question sous cet angle-là, il devient difficile de croire que des élections organisées dans ce contexte-là peuvent aboutir à un changement d'ordre politique. Et d'où la question qui essaie de se poser aujourd'hui, quels sont les facteurs qui peuvent garantir
un changement d'ordre politique tel que nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les blocages que nous avons dans le processus électoral jusque-là ont tourné autour du sort et de la personne du président actuel. C'est parce qu'on cherche à régler la question autour du président actuel que la machine est bloquée. Si bien qu'aujourd'hui, la majorité revient avec une nouvelle théorie comme quoi le président actuel peut encore se représenter pour un troisième mandat. C'est là que l'on voit où est la source du problème. Et donc aujourd'hui, dès lors que constitutionnellement, il a été établi qu'il ne peut pas être candidat pour une troisième fois, et que les élections qui arrivent ne le concernent pas, si nous restons dans une logique démocratique et que nous voulons des élections apaisées, nous devons alors écarter le problème. Le problème serait de se dire, écoutez, allons dans une transition où le pouvoir, le président actuel, qui de toute façon n'est plus concerné par les élections à venir, qui de toute façon son sort est lié et géré par la Constitution, nous pouvons organiser des élections de façon apaisée et tranquille. Et là, nous revenons sur la question de départ, sur la précédente question, quel serait alors le rôle dans un contexte démocratique comme le nôtre, avec des services de sécurité, une armée inféodée à un certain clan, de la crédibilité, de la certitude que même si nous avons des élections, que ces élections n'aboutissent pas à un chaos plus tard, première chose. Et deuxièmement, que nous ayons réellement des élections crédibles. C'est un peu ça qui aujourd'hui doit constituer des éléments de réflexion pour comprendre dans quel sens nous devons aller pour réellement avoir des élections crédibles, telles qu'au 23 décembre, lorsqu'il y a élection, lorsqu'il y a des résultats qui sont proclamés plus tard, que nous n'ayons pas un simulacre de coup d'État, que nous n'ayons pas une instabilité qui vient de s'installer. Comment on y arrive? Certains disent renforçons la confiance au processus électoral, d'autres diront allons dans une transition sans Kabila pour nous permettre justement d'avoir un climat politique beaucoup plus apaisé, loin des tensions actuelles, pour réfléchir tranquillement à ces élections-là. Voilà, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, rappelons que nous sommes en train de suivre notre émission Peuple Souverain et aujourd'hui nous sommes en train de parler de la classe politique avec la population au regard des enjeux électoraux. Nous avons l'insigne honneur d'avoir dans notre studio deux jeunes politologues qui maîtrisent très bien non seulement la théorie politique mais aussi toutes ces questions et les méandres qu'elle comporte. Et leur préoccupation c'est que faire pour que nous ayons des élections claires, paisibles, transparentes et qui conduisent notre pays à bon port. Et parmi les conseils à donner, c'est redonner à l'armée sa place qu'elle doit avoir en tant que muette dans un contexte où il a affaire, et la pour mission de garantir simplement la sécurité aussi bien intérieure qu'extérieure. Je parle de l'armée et de la police ici. Mais aussi à la classe politique congolaise de ne pas reconduire cette conception bancale de l'État colonial et de comprendre que l'État devra être une puissance publique au service du bien commun, mais aussi à la population congolaise elle-même de s'impliquer par une vigilance critique dans ces processus électoraux. Nous voici à la fin de l'émission et sans plus tarder comme je le fais toujours, il s'agit de poser une dernière question, un souhait à la jeunesse congolaise en rapport avec les élections. Christian, vraiment un conseil, cette jeunesse attend ces élections, cette jeunesse que j'ai vue aller enterrer aussi avec toute la frustration dans les cœurs veut bien un Congo, il est bon vivre, où il y a le moyen de respirer librement, de croire à un avenir meilleur pour eux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire en rapport avec les enjeux électoraux? Je veux dire à la jeunesse congolaise et particulièrement de Kinshasa qu'il n'y a pas plus grand droit qu'on vous donne que votre bulletin de vote. Et que la meilleure façon d'exprimer votre rage et votre exaspération, c'est de s'assurer que par votre bulletin de vote, vous donnez la plus forte sanction aux acteurs politiques par les urnes. Et que toute considération autre liée à l'argent, au pagne, à la Tokomelanini président, il faut vraiment oublier et voter avec toute conscience parce qu'il s'agit d'engager notre propre avenir pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. À la jeunesse congolaise, je le dirais toujours de ne pas perdre espoir, de croire que la destinée du Congo leur appartient, qu'ils doivent réellement s'impliquer non seulement dans le processus électoral tel qu'il est mis en place, mais aussi réellement à travailler à la venue d'une alternance réelle et crédible dans ce pays. Cette alternance peut prendre la forme d'un processus électoral, il peut aussi prendre une autre forme, mais cette jeunesse doit être consciente de son rôle comme élément moteur de la transformation et de la venue d'un Congo nouveau à laquelle elle aspire. Merci beaucoup. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, nous voici à la fin de notre émission. Concluons en disant tout simplement que
Le constituant, c'est le peuple. Le peuple, vous êtes le souverain primaire. Le pouvoir vient de vous. C'est vous qui avez le droit de déléguer ce pouvoir aux personnes que vous choisissez. Non seulement les déléguer, mais les contrôler pour que ceux à qui vous confiez cette mission puissent l'accomplir sous votre vigilance. Merci beaucoup, Christian. C'est moi qui vous remercie. Merci, Géraud. Merci beaucoup, Père. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini? Unwa kudia kuvuata bana batanga kape bazwa kaswe soki babeli. C'était là votre émission Peuple souverain, essentiellement consacrée à la participation citoyenne et à l'émergence d'un nouveau leadership, présenté par le père Emmanuel Bouéa, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Yahweh, Yahweh, batela ni tomo.